Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier vidéo sur le jeu New Cold War publié par VUCA Simulation en 2025. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et je vais vous expliquer sa mise en place. Alors, où sommes-nous? Voici un jeu à 4 personnes. Vous pouvez jouer à moins que 4 personnes avec des bots, mais vous connaissez mon opinion sur les hosties de bots compliqués. Trouvez-vous 3 amis, puis jouez à ça à 4 de grâce, sinon jouez à autre chose. C'est un card-driven game, vous savez comment j'adore ça. J'aime aussi le fait que ça couvre une tranche d'histoire très récente. Ça commence en 1989 à la chute de l'Union soviétique jusqu'en 2019, un petit peu avant la COVID. Fait que Chris, c'est quand même, comme je dis, contemporain comme jeu. Les 4 protagonistes en scène, sans surprise, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis puis la Russie, qui vont se distribuer les miettes du reste du monde, comme les 4 grandes superpuissances qu'elles sont. Et puis, à la fin, là, il n'y a qu'un seul gagnant, même si le jeu introduit une notion qu'il appelle de bloc, c'est-à-dire le bloc rouge et le bloc bleu. Fait que Chine et Russie vont avoir certaines choses en commun qui sont relativement moins portées euh, à se nuire l'un l'autre. Même principe avec le bloc bleu, avec les États-Unis et l'Union européenne. Il reste qu'au final, il y a un et un seul gagnant. C'est pas un jeu en équipe, c'est important de le préciser. VUCA Simulation ne cesse de me décevoir depuis que cet éditeur-là est entré sur le marché. Tous le jeu, systématiquement, ont tous de la gueule, sont tous super beaux. On bave en les regardant. Puis quand on commence à lire le livre de règles, généralement, c'est là que ça commence à. La balloune dégonfle un petit peu, puis quand on joue, habituellement, la balloune dégonfle encore plus. Mais là, avec Imperial Elegy, qu'on va couvrir éventuellement, celui-là, bon, en tout cas, ça commence à être buvable. Fait que New Cold War, à date, là, du peu d'expérience que j'en ai, j'ai vraiment une relation amour-haine avec. Euh, Fait qu'il y a un peu de haine, mais il y a de l'amour aussi. Fait que c'est ce qui fait que je vous en parle, sinon il serait passé sous silence. En fait, je l'avais regardé, ce jeu-là, j'avais checké le livre de règlement. Euh, je m'étais dit, ah, c'est-tu quoi? J'avais checké les commentaires sur Board Game Geek, devrait peut-être pas faire ça. En tout cas, jusqu'à temps que des gens dont l'opinion compte beaucoup pour moi, euh, Marc Guenette, Tim Gagnon, pour pas les nommer, là, jouent et disent Chris Marco, c'est bon, t'aimerais ça. Fait que je m'y suis réintéressé, puis comme de fait, il y a du bon là-dedans. Il y a des affaires que j'ai appelées, j'ai des affaires what the fuck sur ma feuille. Il y a des affaires que c'est complètement, tu te dis, Chris, en plus, ils sont 2 designers, il n'y en a pas un pour racheter l'autre, là. Mais tu sais, il y a des affaires là-dedans que tu te dis, my God, comment cette mécanique-là, qui a pensé que c'était une bonne idée de faire ça de même? À commencer par le plateau, tu sais, puis je sais que tous les jeux, au final, c'est assez rare que tout le monde, tous les joueurs, à moins qu'on s'assoie vraiment là, tous sur un banc puis qu'on soit tous devant le board, là, je le sais qu'éventuellement, quelqu'un finit par avoir le board à l'envers. Mais il y a quelque chose avec ce sacrement de board-là qui me revient pas. Euh, la légibilité des noms, en tout cas, vous avez besoin de connaître votre géographie en tabarnak, là, parce que fiez-vous pas sur le board ici pour vous aider à trouver le Paraguay, l'Uruguay, puis en donc, puis la Turquie, puis name it, là. Fait que les affaires qui sont à l'endroit, c'est quand même pas si pire, mais peu importe où vous allez être assis, il y a la moitié du board au moins qui va être à l'envers. Puis là, Chris, l'écriture, puis tout ça, puis là, vous allez me dire, ouais, Marco, t'es dans Vassal. Ben, je m'excuse, mais si vous êtes des réguliers de la chaîne, c'est pas la première fois que je démo un jeu avec Vassal ou avec Tabletop Simulator. Puis généralement, ce qu'on a dans Vassal sur un écran qui a de l'allure, là, ça simule très bien la visibilité des choses qu'on va avoir sur un plateau qui est posé sur une table. Fait autrement dit, si vous avez de la misère à lire ces hosties d'affaires-là là, en ce moment, là, alors que vous regardez ça peut-être sur votre ordi ou peu importe, sur votre téléphone, bonne chance en crise, là, mais bref, si vous regardez ça, vous avez de la misère à lire en personne, vous allez avoir de la misère à lire en crise aussi. Là. Le board est totalement pas possible. Puis, en tout cas, dans mon cas, c'est empiré parce que quand je joue à Vassal, je suis toujours habitué d'avoir le board finalement à l'endroit. Parce que justement, on ouvre le log, le module Vassal est toujours, nous présente le board. Là, ça arrive jamais dans Vassal, autrement dit, que je suis assis de l'autre côté de la table, entre guillemets, puis que je vois le board à l'envers, mais là, ici, ça l'arrive. Fait qu'en tout cas, le jeu est d'une durée de 3 heures à peu près, fait que c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait en ligne avec, comme je disais, les Twilight Struggle 1989 et autres card-driven games.
Euh, c'est comme je dis, je ne l'aurais pas montré si les. Ben, je l'aurais peut-être montré pareil juste pour me foutre de sa gueule, là, mais je ne l'aurais pas montré si les inconvénients pour moi avaient été plus pesants que les avantages. Mais je trouve quand même il y a suffisamment de belles affaires là-dedans que ça se mérite d'être joué. Et pour cette raison, je vais faire un full teach du jeu du début à la fin. Comme d'habitude, quand je fais ça, je vais probablement vous donner mon opinion au fur et à mesure que je vais expliquer les mécaniques plutôt que de faire une grosse critique à la fin. Là. Vous avez déjà une petite idée là, de où est-ce que je suis parké sur certaines choses. Là. Mais en tout cas, on va y revenir au fur et à mesure que ça va être pertinent. Mais je vais vous l'enseigner quand même du début à la fin, d'autant qu'il est disponible, à ma connaissance, uniquement en anglais. Cet éditeur-là n'a pas fait traduire grand-chose. Là. Fait que si vous êtes curieux, vous allez pouvoir l'essayer. Les événements en particulier sont assez what the fuck. Là. Je peux tout de suite dire que dans le fond, le jeu dure 9 tours. Puis à chacun de ces tours-là, vous allez jouer 3 cartes et seulement 3 cartes. En termes de nombre de tours, la durée est similaire à Twilight Struggle qui est 10 tours. Mais vous jouez crissement moins de cartes. Vous allez me dire, oh, c'est normal, Marco, on est 4. Ouais, je comprends. Ça veut donc dire que vous jouez 27 cartes tout le long de la game. Ça veut donc dire qu'un hostie d'événement qui vient, par exemple, tu sais, puis j'y connais un petit peu là, les événements des 30 dernières années, mais je les connais pas trop en détail. Fait que, tu sais, si admettons je joue le russe, est-ce que je suis safe, par exemple, de placer de l'influence en Baltique République, au Bélarus, puis tout ça, ou s'il va pas avoir un hostie d'événement dont j'ai oublié, qui est arrivé en 1992, puis qui va venir tout décalisser cette affaire-là. Puis, trois cartes, là, c'est vite passé. Là. En tout cas, on va y revenir. Il y a des hosties de cartes mortes aussi là-dedans, puis il y a des cartes à faible valeur. Fait que des fois, essentiellement, tout ce que vous allez faire dans votre calice de tour, c'est venir à bout de prendre un de ces hosties de pays-là. Fait que de voir 2 secondes après quelqu'un qui joue une carte puis qui dit ah, j'ai cette carte-là ici, tiens, ça enlève le contrôle, par exemple, du russe à ce pays-là. C'est comme calice. Euh, on peut les apprendre. Je le sais que c'est ce qu'on appelle le syndrome fidèle dans Twilight Struggle, où est-ce que euh, un débutant peut-être comme qui joue l'américain, il va peut-être venir mettre 3 d'influence à Cuba. Puis là, après ça, la carte fidèle va sortir. Et puis, tes 3 d'influence, puis le russe vient d'en prendre possession. Mais là, on dirait que c'est un petit peu exacerbé là-dedans. First, il y a plus de cartes. Puis deuxièmement, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chances de vous refaire. Là. En tout cas, on en reparlera en temps et lieu. Pour l'instant, trêve d'intro finalement, là, puis passons au setup. D'abord, le jeu vient, c'est-à-dire, pas ça ici, le jeu vient avec 3 decks de cartes, fait que le jeu est essentiellement séparé en 3 décennies, communément appelée la première décennie, la deuxième et la troisième. Fait qu'essentiellement 89 à 99, 99 à 2009, puis 2009 à 2019. Fait qu'un petit peu à la Twilight Struggle, au début, vous allez prendre juste les cartes de la première décennie, c'est ce que vous allez chauffer, c'est ce qui va devenir votre deck de départ. Ensuite, vous allez venir placer un marqueur ici en plein milieu, là, je le sais qu'elle est à l'envers, en plein milieu de la piste de médias. OK, ça, c'est comment justement les journalistes et les médias en général là, voient les deux blocs. Fait que ça, c'est une des tracks justement qui est vraiment commune aux deux. Et les médias vont être pro-bleu ou pro-rouge, essentiellement. Fait que chaque power n'a pas son propre marqueur là-dessus. Il y a un seul marqueur, puis il va se promener de même, là, un principe un peu souk à la corde, comme on voit souvent dans ces jeux-là. Fait qu'il commence en plein milieu. Pour l'instant, on le met là. On reviendra sur les tenants et les aboutissants de tout ça. Ensuite, il y a la traque de prestige en dessous ou au-dessus, dépendamment de votre point de vue, où est-ce que vous avez un petit drapeau pour vous indiquer les positions de départ de chacun des powers. Fait que l'Américain commence quand même dans une position assez prestigieuse à 2, l'Union européenne à 0, la Chine à -1, puis la Russie à -2. Euh, puis c'est intéressant, ça, je pas ça. C'est intéressant. Dans le rulebook, il y a même une mention vraiment spécifique pour dire OK, guys, sans surprise, les Américains sont assez forts. Fait que, fait que oui, c'est chacun pour soi, puis il y a un seul gagnant au final, mais si les powers se concertent pas au moins un petit peu pour nuire à l'Américain va manger tout le monde. Fait que je trouve ça intriguant et intéressant quand il y a ça dans un rulebook. Ça veut dire que jusqu'à un certain point, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut collaborer, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un 3v1 jusqu'à la fin, mais ça veut peut-être dire que justement, si les 3 autres powers se picossent trop, puis laissent aller l'Américain, laissent faire ses affaires, il va y arriver des bad luck à l'Américain. Là. Il y a toutes sortes d'événements historiques qui vont arriver, mais croyez-moi, il va arriver des bad luck aussi aux Chinois, puis aux Russes, puis en Waidon. Là. Fait que, du moins, euh,
jusqu'à temps que les choses soient revenues un petit peu sous contrôle, les designers recommandent de faire un petit peu front commun par rapport à l'américain. Je n'ai pas suffisamment d'expérience de gameplay pour savoir à quel point il faut pousser là-dessus, là, mais je pense qu'entre trois autres powers, il faut se laisser tranquille quand même un petit peu. Là. Les points de victoire commencent tous à 20, puis la raison est simple, c'est que vous pouvez perdre des points de victoire. Dans une situation actuelle, le Russe, s'il reste ici, là, bas sur la piste de prestige, le moins 4 étoiles qui est ici, là, ça veut dire éventuellement moins 4 points de victoire. Quand ça va être important, on y reviendra. Là. Mais la raison pourquoi tout le monde ne commence pas à zéro, comme dans la majorité des jeux, c'est que vous pouvez perdre des points de victoire, puis le jeu veut que vous ayez du lousse à être capable de descendre, puis que ce soit pénible quand même, puis que ça fasse mal. Ensuite, c'est indiqué sur le board, mais vous allez mettre des petits marqueurs de cadenas dans certaines régions. Essentiellement, le Russe et l'Américain, au début de la game, ont accès à toutes les régions de la planète. Par contre, pour ce qui est de la Chine et de l'Union européenne, ces régions-là vont se débloquer au fur et à mesure que la game va avancer, soit via des événements ou via d'autres mécaniques. Fait que les régions auxquelles l'Union européenne n'a pas accès vont se ramasser avec un petit cadenas. Même affaire avec les régions auxquelles le Chinois n'a pas encore accès. Là. Puis, bon, ça, on peut flipper, là, je pense, là, dans la version. Je vais jouer à la version physique pour la première fois là, à la convention de Stack Academy, mais je pense que ces marqueurs-là sont double-sided, puis on les flippe pour indiquer que la région est maintenant débarrée. C'est une des plaintes que j'avais vues finalement sur BGG, c'est qu'au début, je pense que le chinois est restreint exclusivement à l'Asie. Je me demande si c'est pas point à la ligne. Là. Je joue le russe là, dans ma game en play by email, fait que je suis moins familier avec les tribulations du chinois, là, mais je pense qu'il est extrêmement restreint. Il y a du monde qui dit sur BGG, Calice, quand t'es la Chine, au début, c'est plate en tabarnak. Tu vois les autres s'amuser un peu partout dans le monde. Toi, t'es comme pogné dans ton petit raccoin du board. Au moins, je me dis que tu peux t'asseoir de ce côté-là du plateau puis de voir tes affaires à l'endroit là, en attendant que les autres trucs se débloquent. Là. Les chiffres, les mentions que vous allez avoir ici, là, première, troisième, puis tout ça, c'est la décennie à laquelle cette région-là peut potentiellement être débloquée pour ce power-là. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes l'Union européenne, en fait, ou si vous êtes la Chine, ben, retenez pas votre souffle pour l'Amérique du Sud, là, ça va prendre un crise de brut, ça va aller à la troisième décennie avant que ce soit débloqué, potentiellement même pour vous autres, parce que dans la majorité des cas, comme je disais, c'est des hosties d'événements, ces affaires-là, puis vont-ils seulement sortir. Ensuite, ça paraît pas non plus, là, mais ça ici, là, ces marqueurs-là, ici, là, les rectangles un petit peu plus petits, là, c'est des marqueurs de sous-régions. On va y revenir, mais le board est divisé en grandes régions, là, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, puis Alouette, là, presque essentiellement les continents. Là. Chacune de ces régions-là, des fois, vont avoir des sous-régions qui sont des espèces de pays reliés par une ligne orange jusqu'à un de ces rectangles-là ici qui va indiquer la paye potentiel pour chacun des powers. Ça, c'est très intéressant aussi, très asymétrique. Les powers n'ont pas les mêmes visées, si on veut. Là, puis, par exemple, ça ici, les Caraïbes, là, ça vaut seulement 3 points de victoire pour le Russe, mais ça vaut 7 points de victoire pour le Chinois. Évidemment, le Chinois, il a accès un petit peu sur le tard. Mais n'empêche, c'est pour montrer finalement quel est l'exploit de réussir ça. Quand c'est facile pour un power, ça paye moins. Puis quand c'est tough pour un power, ça paye plus. Là. Ensuite, chaque joueur a un marqueur de coup. C'est une des affaires qui est complètement stupide. Là. Pas la mécanique de coup est intéressante, mais le marqueur de coup est complètement ridicule. Là. Essentiellement, vous avez un marqueur pour vous dire que vous êtes limité à 3 coups par tour, mais je répète, vous jouez 3 cartes maximum dans un hostie de tour. C'est quand même de l'ouvrage en crise de faire un coup. Fait que ça, c'est fait partie des affaires que, tu sais, comme développeur, tu regardes ça, ça te prend à peu près 5 minutes pour crisser ça aux poubelles, cette affaire-là. Puis j'inclus là-dedans le temps de rédiger le email pour envoyer ça au designer puis dire hey, cette patente-là, on enlève ça, ça va faire de la place sur le player rate, ça va faire ça de moins dans les règles, puis tout le kit, là. Parce que la personne qui veut faire 4 coups dans un tour, c'est fucking et totalement exceptionnel. Fait qu'il n'y avait aucune raison ou à peu près d'avoir cette mécanique-là. Mais bon, présentement, c'est dans le jeu. Fait que vous mettez un petit marqueur ici que vous allez décrémenter à toutes les fois que vous allez faire un coup d'état pour vous rappeler que d'abord, quand vous arrivez à zéro, vous êtes puni parce que les médias commencent à regarder ça et à dire Calisse, eux autres, ils vont-tu lâcher le fusil puis ils vont-tu arrêter de s'en prendre à des gouvernements indépendants. Puis aussi pour vous rappeler que si vous arrivez à zéro, vous ne pouvez plus faire de coups, même si fort probablement vous n'avez plus de cartes à jouer, anyway, rendu là parce que la limite est partout. Chaque joueur a aussi 3 marqueurs de veto. Ça, c'est une mécanique qui est quand même très intéressante, qui vous permet, dans le fond, une fois par game,
un événement particulièrement chiant. Là, vous allez pouvoir justement le vetoer, un peu pour représenter justement les Nations Unies, puis dire que vous vous opposez à quelque chose en particulier. Ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas sans conséquence, je devrais dire. Il n'y a pas de risque. Ben, je veux dire, vous savez exactement qu'est-ce que vous allez devoir payer comme pénalité si vous faites ça. Là. Puis on va y revenir, mais pour l'instant, sachez que chaque power vient se mettre un veto là, sur une de ces cases-là. La Russie et les États-Unis, spécifiquement, pendant la première décennie, ont droit à un veto additionnel. Puis je ne vois pas nécessairement la place pour le mettre là. On y reviendra quand on va parler des vétos, mais c'est un petit avantage qu'ils ont. Le clou du spectacle, définitivement, du setup, c'est que chaque power a un deck de, je crois, c'est-tu 8 objectifs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Chaque faction là, a un deck de 8 objectifs potentiels que vous allez shuffler. Puis chaque joueur va piger 3 cartes de son deck, donc 3 objectifs, doit en choisir 2 qu'il va essayer d'accomplir idéalement au cours de la game. Puis celui qui n'est pas choisi, c'est quand même important. Il est complètement décalissé, il n'est pas reshufflé dans le deck. Pourquoi c'est important? Parce que cette petite mécanique-là, comme indiqué par cette icône-là ici, vous allez repiger un objectif aussi au tour 5. Un troisième objectif au tour 5 qui va vous donner un petit peu plus de choix. Et cette fois, c'est uniquement pigé. Alors, ça ne peut pas être celui que vous allez avoir exclu et écarté là, au début de la game. Là. C'est cette petite icône-là ici qui indique que vous en pigez 3 puis vous en conservez 2. Fait que ça ressemble à quoi ces patentes-là? Bon, ben là, on a ici, c'est d'en prendre là, de mon power, c'est d'en prendre un simple là, pour l'instant. Ça, c'est simple. Remove from play. On va zoomer un petit peu, là. Fait qu'en voici un de l'Union européenne, je crois, si je ne m'abuse. Fait qu'ils doivent contrôler l'Europe et l'Amérique centrale. S'ils réussissent à faire ça à la fin d'un tour, non seulement ils vont scorer 12 points de victoire, mais c'est une des conditions de victoire. Si un camp réussit à accomplir 2 de ses objectifs pendant la game, c'est game over, cette faction-là gagne. Fait que oui, il y a des points de victoire, c'est ça qui détermine le gagnant si on se rend au bout des 9 tours et que personne n'a réussi à faire ça. Mais vous pouvez aussi focusser hard sur vos objectifs parce que dès que vous en avez accompli 2, vous gagnez. Et puis si ça arrive en même temps, il y a une mécanique que je vais expliquer là, pour le tie-breaking de ces patentes-là. Mais pour l'instant, au niveau du setup, brassez votre petit deck d'objectifs, pigez 3 objectifs, vous les regardez, vous dites ah, ça, pas sûr, puis vous l'enlevez. À ce stade-ci, là, le setup est à peu près identique. Le setup va toujours être identique. Vous n'avez aucune notion nécessairement. Ça dépend sur quoi vous voulez vous consacrer. Évidemment, ça ajoute de la replayability parce que d'une game à l'autre, vous ne pigerez pas les mêmes objectifs, fait que votre focus va être différent. Puis c'est vrai pour les 3 autres joueurs autour de la table. Il y a des objectifs évidemment qui sont conflictuels, c'est-à-dire que si le Russe pige aussi quelque chose qui lui demande d'avoir le contrôle de l'Europe, ben là, vous pouvez être certain que avec l'Union européenne, ce ne sera pas Jojo nécessairement. Si vous êtes ultra compétitif, là, sachez que sur le Player Aid, vous avez les objectifs potentiels de tout le monde. OK? Fait que si ça vous intéresse de prendre le temps de lire ça puis de dire oh, Chris, comment ça que lui il gosse au Moyen-Orient, il peut-tu avoir ça? Ben, vous pouvez regarder dans cette fucking liste-là puis voir si effectivement il peut avoir ce truc-là, puis ça vaut combien, puis c'est quoi les requis, puis tout le kit. Et finalement, bon, la Chine, en partant, elle prend le contrôle de la Corée, puis la Corée du Nord, en fait, puis du Laos. Là. Puis là, je vois Set Control ici, China Control, puis le Laos. Le Laos est déjà là. Moi, ça que. Ah, c'est-tu le Japon? Ok, titre, là. Ok, c'est ça. Corée du Nord est titre. Là. Je viens de flaguer le Japon. Là. Ça fait du sens. C'est déjà à jour dans le module vassal. Les 3 autres nations ont 2 options. Fait que pas mal toujours avec le même nombre de pays, pas mal toujours avec la même valeur. Il n'y a pas nécessairement une option qui est meilleure que l'autre, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que vous prenez ce call-là après avoir vu vos objectifs. Fait que peut-être, j'ai pas tout checké les hosties de cartes d'objectifs puis tout ça, mais peut-être que justement l'Union européenne, après avoir décidé de garder celui de l'Europe puis de l'Amérique centrale, va peut-être choisir l'option A plutôt que l'option B au niveau de son setup. Fait qu'eux autres ne sont pas déjà représentés sur le board parce que c'est aux joueurs à prendre ce call-là. Même affaire avec la Russie qui a 2 options, puis même affaire avec les États-Unis qui ont 2 options. Ça, c'est le setup. Après, on est prêt à partir, on est prêt à commencer la séquence de jeu que je vais couvrir dans le prochain vidéo. Fait que manquez pas ce jeu polarisant, manquez pas ce jeu
où il y a de la brillance et à la fois des affaires complètement stupides et wacky, là, puis je vais m'assurer de les souligner au fur et à mesure que j'avance, là. Mais comme je dis, c'est suffisamment bon, je pense, pour que ça vaut la peine qu'on lui donne de l'amour. À plus.